certaines femmes ne grandissent pas. Elles ne mûrissent pas. Elles restent psychologiquement fixées dans un état de jeunesse éternelle, charmantes, légères, spontanées, mais profondément fragiles. Vous avez peut-être vu cela, peut-être même en vous-même. Ce sont celles qui vivent comme si la vie était une répétition sans fin de quelque chose qui n'arrive jamais. Elles passent d'expérience en expérience sans vraiment s'engager dans quoi que ce soit. Des relations intenses, mais brèves. De grands projets, mais jamais réalisés. Une étincelle dans leurs yeux qui cache une douleur silencieuse, la peur de grandir. Cela s'appelle la puella eterna, la fille éternelle. Un archétype puissant décrit par Carl Jung comme le pendant féminin du puer aeternus, le jeune éternel. Mais c'est Marie-Louise von Franz, sa plus proche disciple, qui a disséqué les mécanismes de ce schéma avec une précision brutale. La femme dominée par cet archétype vit dans un état de suspension, résistant au temps psychologique, refusant de traverser la maturité. De l'extérieur, elle vit de légèreté et de charme. À l'intérieur, elle porte la terreur de l'abandon, de la responsabilité et de l'engagement dans la réalité. Elle ne veut pas grandir parce que grandir fait mal. Grandir signifie faire face à son propre vide, prendre des décisions irréversibles, abandonner les fantasmes. Et la puella préfère flotter. Elle préfère garder toutes les portes ouvertes. Elle préfère l'idéalisation aux rencontres réelles. Elle rêve du parfait amour, mais fuit l'intimité. Elle veut la liberté, mais pas l'autonomie. Elle vit de promesses, mais a peur du poids de la réalisation. Peut-être commencez-vous à réaliser que ce n'est pas seulement une théorie. C'est la vie de nombreuses femmes. Des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent si perdues, même lorsqu'elles sont admirées. Qui ne savent pas pourquoi elles répètent les mêmes erreurs, même en étant intelligentes. Qui collectent des commencements mais n'ont pas de continuité. Qui ressentent un vide constant, mais ne savent pas d'où il vient. Emma Jung, lorsqu'elle parlait des archétypes féminins, disait qu'une femme doit intégrer l'animus, le masculin intérieur, pour établir une relation plus solide avec elle-même et le monde. Mais la puella refuse cette intégration. Elle ne veut pas de structure. Elle veut s'envoler. Et c'est exactement pour cela qu'elle tombe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cet archétype agit dans l'ombre. Comment il déguisait la faiblesse en liberté. Comment il vous éloigne de ce que vous pourriez devenir. Et plus important encore, comment commencer à en sortir. Mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un contenu destiné à vous réconforter. C'est pour vous confronter, car vous méritez d'être entière, pas seulement charmante. Si vous avez le courage de suivre jusqu'à la fin, vous découvrirez peut-être que vous vivez encore comme une jeune fille, alors que vous devriez déjà être devenue une reine. La fille éternelle n'est pas une phase. Ce n'est pas un trait de personnalité. Elle est un archétype, une forme psychique collective et intemporelle qui habite l'inconscient féminin. Carl Jung l'a identifié comme un reflet du puer aeternus, le jeune éternel qui refuse de grandir, de prendre des engagements, de s'ancrer dans la réalité. Marie-Louise von Franz a été encore plus incisive en abordant cette figure. Pour elle, la puella eterna représente une femme dont l'âme reste piégée dans une jeunesse idéalisée, romancée, stérile, et pour cette raison bloque son individuation, sa maturation et son véritable épanouissement. Elle est la femme qui vit dans le presque aime, presque construit, presque se rend. Elle croit que sa liberté réside dans l'absence de lien, alors qu'en réalité, elle fuit simplement d'elle-même. Au fond d'elle, elle ne veut pas affronter les limites que la vie impose. Elle a une aversion pour la routine, l'ennui, la prévisibilité. Tout ce qui fait référence au concret la terrifie parce que cela menace le monde magique dans lequel elle se sent en sécurité. Un univers où tout peut encore arriver tant que rien n'a besoin d'être soutenu. Von Franz décrit avec précision ce schéma dans le problème du puer aeternus. La puella est tellement enchantée par l'image d'elle-même en tant qu'esprit libre que tout ce qui nécessite un véritable engagement devient une menace pour elle. La passion est sûre tant qu'elle est platonique, le projet est excitant tant qu'il est abstrait. La vie est légère tant qu'elle est rêvée mais jamais vécue. Et la partie la plus cruelle de tout cela, elle est souvent admirée. Les gens la regardent et voient de la brillance, de la créativité, de la spontanéité. Et en effet, ces qualités sont présentes, mais elles ne sont que la surface. Ce que personne ne voit, c'est le vide existentiel qui grandit silencieusement derrière tant de mouvements.
La Puella est toujours trop occupée pour se rendre compte qu'elle tourne en rond. Elle est une pèlerine du néant. Mais d'où vient ce refus de grandir? Pourquoi tant de femmes modernes s'identifient-elles à ce schéma? C'est là que le point crucial intervient. La Puella ne naît pas de rien. Elle est le produit d'une culture qui vénère la jeunesse et méprise la maturité. Une culture qui dit aux femmes que leur valeur réside dans le fait d'être désirée, pas dans le fait d'être profonde. Qui les convainc que le féminin est synonyme de légèreté, pas d'autorité. De plus, la fille éternelle est souvent une réponse psychique à des traumatismes non résolus. La douleur émotionnelle figée dans l'enfance crée une résistance inconsciente à la maturation. La femme blessée construit une personnage charmante pour survivre, mais ce masque devient avec le temps une prison. L'archétype de la Puella est, en ce sens, à la fois un symptôme et un mécanisme de défense. Emma Jung, dans Animus et Anima, souligne qu'une femme qui ne travaille pas sur sa relation avec ses propres contenus inconscients a tendance à en être possédée. Et le résultat est exactement cela. Une vie dans laquelle la personnalité consciente est fragile, inconsistante, vulnérable aux forces archétypales qui opèrent sous la surface. La fille éternelle ne contrôle pas sa propre vie. Elle est vécue par une image qu'elle ne réalise même pas qu'elle porte. Maintenant, peut-être que tout commence à avoir du sens. Votre agitation, les répétitions, le sentiment que vous ne vous sentez jamais vraiment entière, même quand il semble que vous avez tout, c'est l'effet de la Puella. Elle ne veut pas que vous grandissiez parce que grandir exige de perdre l'illusion et c'est la monnaie la plus chère de la psyché. Mais alors une question essentielle se pose. Si c'est la jeune fille qui domine tant de vies, où est le reste du féminin? Où est le chemin vers quelque chose de plus entier, plus profond, plus vrai? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Parce qu'en vous, au-delà de la jeune fille, il y a une reine endormie. Et peut-être qu'il est temps de la réveiller. Si ce contenu a du sens pour vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Dans chaque femme, il y a des forces psychiques qui agissent bien au-delà de la volonté consciente. Jung appelait ces forces des archétypes, des images primordiales et universelles qui façonnent nos expériences les plus intimes. Dans le cas de la psyché féminine, deux de ces archétypes se distinguent particulièrement intensément, la jeune fille et la grande-mère. Comprendre la tension entre ces deux figures est essentiel pour reconnaître pourquoi tant de femmes restent piégées dans l'illusion de la jeunesse éternelle, même quand tout autour d'elles crie déjà pour la transformation. La jeune fille est l'image de la pureté, de la beauté et de la fraîcheur. Elle représente le potentiel, l'ouverture au nouveau, l'espoir de quelque chose de grand qui est encore à venir. Elle est celle qui enchante, qui séduit, qui rêve. Elle est légère, solaire, inspirante. Dans la jeunesse, cet archétype est vital. Il pousse à l'exploration du monde, à l'expérience, à la recherche de quelque chose au-delà des limites connues. Mais le problème commence quand cette image reste dominante à l'âge adulte. Lorsque la jeune fille ne fait pas de place à d'autres aspects de la psyché pour se manifester, elle devient un obstacle. Elle empêche la femme de mûrir, de s'établir dans le monde, de prendre la responsabilité de son propre destin. La femme continue à se voir comme un potentiel, mais ne se permet jamais d'être une réalisation. Elle reste dans le presque éternel, presque sait ce qu'elle veut, presque se rend, presque se trouve. Et ce presque devient un trou noir, un vortex émotionnel qui aspire la vitalité, le but et le sens. Marie-Louise von Franz écrit que la jeune fille qui refuse de mourir symboliquement ne peut pas renaître en tant que femme entière. Et ici, nous ne parlons pas de la mort physique, mais de la mort symbolique de l'ego enfantin. Cette partie de nous qui insiste pour vivre dans le fantasme, qui cherche à être sauvée, qui rejette le poids de la réalité. Cette mort est douloureuse, oui, mais absolument nécessaire parce qu'elle est la seule façon dont la grande mère, l'archétype de la maturité, de la nutrition et de la sagesse, peut émerger. La grande mère n'est pas la femme douce et domestiquée qui a pris soin de tout le monde en oubliant d'elle-même. Non, elle est la reine de son propre monde intérieur. Elle commande, nourrit, soutient et transforme. Contrairement à la jeune fille qui attend d'être choisie, la grande-mère choisit. Contrairement à la jeune fille qui veut être admirée, la grande-mère exige le respect. Elle n'a pas besoin d'être charmante parce qu'elle est entière. Elle est celle qui a des racines profondes, qui sait quand donner, quand protéger, quand se retirer. La femme qui incarne cet archétype arrête de demander la permission d'exister. Elle existe simplement avec présence, profondeur et direction. Mais peu de femmes atteignent ce point car le chemin exige des sacrifices.
la jeune fille doit mourir pour que la reine naisse. Et c'est ce passage que la Puella Aeterna ne veut pas faire. Elle s'accroche au miroir de la jeunesse, aux promesses de l'amour idéalisé, à l'illusion que le temps ne passe pas. Mais le temps passe, et lorsqu'une femme refuse l'appel de la maturité, elle commence à se faner de l'intérieur. L'archétype de la jeune fille, qui était une source de brillance, devient une cage dorée. Emma Jung, lorsqu'elle parle de l'individuation féminine, souligne qu'une femme ne devient complète que lorsqu'elle intègre ce qui est caché en elle. Pas seulement l'image séduisante qu'elle montre au monde, mais aussi ses pouvoirs créatifs, destructeurs et régénérateurs. La femme qui vit uniquement dans le domaine de la jeune fille est fragmentée. Elle est à moitié, et tant qu'elle est à moitié, elle sera dépendante, instable et vulnérable. Ressentez-vous qu'il y a quelque chose de plus en vous ? Quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus vrai ? Vous avez raison. Ce quelque chose est votre reine intérieure. En attendant le moment où vous cesserez de fuir et commencerez à régner. Mais avant cela, nous devons regarder honnêtement les endroits où la Puella sabote sa vie, où elle mine ses relations, sa carrière, ses décisions, parce que si vous ne voyez pas où la jeune fille éternelle opère, elle continuera à diriger sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Où la Puella agit, comment elle sabote et ce qu'elle tente d'éviter à tout prix. La Puella est séduisante. Elle a quelque chose de charmant, presque magique. Elle est créative, impulsive, spontanée. Elle est toujours pleine de nouvelles idées, de passions écrasantes et de grands projets. Mais cette énergie ne peut pas soutenir le poids du monde réel. Elle brille intensément, puis disparaît, car au fond, elle ne veut rien soutenir. Elle veut ressentir, rêver, vivre, mais pas rester. Dans les relations, c'est dévastateur. La Puella veut de l'amour, mais elle ne veut pas d'engagement. Elle idéalise le partenaire parfait, la connexion sublime, la fusion absolue. Mais dès que l'autre se montre humain, imparfait, réel, elle s'éloigne. Elle commence à dire que ce n'est plus comme avant, que quelque chose a changé, que la magie est partie. La vérité, c'est que la magie n'a jamais existé. C'était une projection. Elle a projeté sur l'autre ce qu'elle n'a pas encore trouvé en elle-même. La stabilité, la profondeur, la structure émotionnelle. Marie-Louise von Franz, dans Le problème du puer aeternus, décrit la femme dominée par cet archétype comme étant à la recherche d'un sauveur, quelqu'un pour la sortir de sa confusion intérieure, pour donner un sens à son existence. Mais lorsque cet homme apparaît, elle exige tellement de lui que personne ne peut le supporter. Et frustrée, elle retourne à son cycle d'idéalisation et de rejet. Cette oscillation est typique de la Puella. Elle veut l'extase de la rencontre, mais elle ne veut pas le travail du lien, car chaque lien exige des renoncements, des confrontations, des frustrations, et elle n'est pas prête à y faire face. Dans sa carrière, le sabotage suit le même schéma. La Puella est toujours à la recherche de quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui corresponde à son essence. Elle a du mal à accepter la routine, la discipline, les efforts continus. Tout ce qui nécessite de la constance l'étouffe. Elle commence des projets avec enthousiasme, mais les abandonne dès qu'elle s'ennuie. Elle change de domaine, de cours, de travail, pensant toujours qu'elle n'a pas encore trouvé sa véritable mission. Elle dit qu'elle est exigeante, qu'elle cherche l'authenticité, mais souvent elle fuit simplement la douleur inévitable que chaque véritable chemin exige. Emma Jung, dans Animus et Anima, avertit de ce type de femme dont l'animus, la fonction rationnelle et structurante de l'inconscient, est encore immature. Cela se manifeste par un discours gonflé, rempli de grandes idées, mais avec peu de réalisations concrètes. La femme dominée par la Puella parle beaucoup d'elle-même, de ses dons, de sa vision unique du monde, mais elle ne parvient pas à ancrer cela dans quelque chose de tangible parce que l'animus n'a pas encore été confronté ou travaillé. Il reste un discours séduisant mais vide, et la femme continue sa dérive, et il y a aussi les choix ou plutôt le refus de choisir. La Puella est terrifiée par les décisions définitives, car choisir quelque chose signifie renoncer à d'autres possibilités. Cela signifie fermer des cycles, laisser derrière soi des parties d'elle-même, et cela est insupportable pour elle. Elle vit donc dans le « peut-être éternel ». Peut-être qu'elle veut cela. Peut-être qu'elle suivra cela. Peut-être qu'elle reviendra. Peut-être qu'elle changera encore. Ce « peut-être » la maintient dans un état suspendu où rien ne fleurit véritablement, parce que rien n'a véritablement été planté. Ce que cette femme n'a pas encore compris,
c'est que mûrir n'est pas perdre sa liberté, c'est la conquérir. La liberté n'est pas être capable de fuir tout, c'est être capable de rester, de pouvoir construire, de pouvoir soutenir sa propre existence avec dignité. Mais derrière toute cette instabilité, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que souvent la femme elle-même ne peut nommer. Une douleur cachée, une blessure psychique, un vide existentiel que la puella essaye de masquer par le mouvement, les romances, les nouvelles idées. Et c'est cette douleur secrète que nous devons éclairer maintenant, car la puella n'est pas seulement un schéma comportemental. Elle est un symptôme de quelque chose de bien plus intime. Une âme qui se sent seule, perdue et trop effrayée pour embrasser sa plénitude. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans l'ombre de la fille éternelle et révéler la douleur silencieuse qu'elle essaie de cacher derrière son enchantement. La puella eterna enchante. Elle éclaire les endroits qu'elle traverse avec sa légèreté, sa spontanéité, son aura presque mystique de jeunesse éternelle. Elle est douce, délicate, sensible et pourtant profondément agitée. Elle porte dans son regard un mélange d'espoir et de vide. Car derrière tout ce brillant, il y a une douleur que presque personne ne voit et que bien souvent, elle-même ne peut nommer. Cette femme vit dominée par un fantasme. Le fantasme que si elle est assez bonne, assez belle et assez adorable, elle sera aimée, protégée et guidée par quelqu'un de plus fort. Le prince charmant qui viendra la mettre à l'endroit où elle pourra enfin vivre heureuse pour toujours. Elle ne reconnaît pas consciemment cela, bien sûr, mais ses comportements la trahissent, la passivité constante, l'indécision chronique, le besoin de plaire à tout le monde, la peur paralysante de déplaire, la quête insatiable de l'approbation extérieure. La puella est la femme qui parle doucement, qui hésite à prendre des décisions seule, qui préfère attendre que les autres fassent, disent ou résolvent. Elle veut être guidée, elle veut être désirée, elle veut être sauvée. Et lorsque le supposé sauveur apparaît, un homme réel avec ses défauts, ses contradictions et ses limites, elle est profondément déçue, car la réalité ne correspond jamais à l'idéal. Et elle, qui a projeté toute la résolution de sa propre existence sur lui, se sent trahie, incomprise, abandonnée. C'est ainsi que commence le cycle de l'évasion, du rejet et de la nouvelle idéalisation. Marie-Louise von Franz décrit ce comportement avec une clarté presque douloureuse. La puella vit dans un état émotionnel enfantin, attendant toujours que quelqu'un ou quelque chose vienne remplir son vide intérieur. Mais comme ce remplissage ne vient jamais de l'extérieur, car il ne peut pas venir, elle se fragmente lentement. Le fantasme qui était autrefois son refuge commence à se transformer en prison, et ce qui la protégeait du monde l'isole maintenant de lui. Souvent, cet archétype développe des traits narcissiques. La puella devient obsédée par elle-même, par son image, son reflet, son apparence. Elle tourne autour du miroir, réel ou symbolique, et attend que le monde la valide tout le temps. L'autre n'existe que comme un public, un miroir extérieur qui doit refléter sa beauté, sa grâce, sa sensibilité. Et quand l'autre ne remplit pas ce rôle, elle réagit par la colère, le mépris ou la froideur émotionnelle. Cette auto-absorption l'empêche de voir la souffrance des autres. L'empathie est superficielle, stratégique. Elle sait paraître sensible, mais au fond, son attention est toujours centrée sur son propre drame intérieur. Un drame qu'elle amplifie dans ses pensées, gestes et paroles comme si elle vivait une pièce romantique éternelle. La puella est à la fois l'actrice et le spectatrice de sa propre vie. Et sur cette scène, l'intrigue est toujours la même. Elle attend, elle enchante, elle est déçue, elle souffre, mais elle ne change jamais. Et il y a un thème qui la terrifie profondément, le temps. L'idée de vieillir est insupportable. Car l'archétype de la jeune fille éternelle est étroitement lié à la jeunesse physique, à la beauté fraîche et à l'enchantement que seule la nouveauté apporte. Lorsque les années commencent à passer et que les marques du temps apparaissent dans le miroir, elle entre en crise. Le fantasme commence à s'effondrer, et avec lui, l'identité qu'elle a construite s'effondre également. Elle tente de résister. Elle investit dans l'apparence, dans l'affection performative, dans les distractions émotionnelles. Mais rien n'arrête l'effondrement psychique imminent, car le problème n'a jamais été le temps. Le problème était le fait qu'elle n'a jamais construit une fondation interne, solide, mature, réelle. Sans cette structure, le passage du temps devient une menace existentielle et beaucoup, malheureusement, succombent. Il existe des cas où ce refus radical de mûrir conduit à des états psychologiques plus graves.
la Puella commence à se déconnecter de la réalité. Elle entre dans des mondes internes de plus en plus fermés, plus irréels. Les fantasmes remplacent les liens. Les désirs remplacent les actions. La vraie vie devient insupportable et la femme charmante d'hier, qui semblait simplement rêveuse, se transforme en une figure recluse et isolée, prisonnière d'une forme subtile de psychose où il n'y a plus d'échange avec le monde, seulement des échos. Et peut-être que c'est le point le plus douloureux de tous. Cette femme n'est pas mauvaise. Elle est perdue. Elle a créé ce monde de fantasmes pour se protéger. Mais maintenant, elle traîne ses chaînes internes tout au long de sa vie, les projetant sur les autres, répétant des cycles et épuisant son âme elle-même. Pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne sait pas d'autre manière d'exister. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où la femme cesse de vivre comme un personnage de conte de fées et commence à vivre comme l'auteur de sa propre histoire. Mais pour emprunter ce chemin, elle doit faire quelque chose que l'archétype de la Puella Eterna ne lui permettra jamais. Elle doit choisir de grandir. Et c'est de cette croissance, réelle, profonde, douloureuse mais libératrice, que nous allons parler maintenant. Parce qu'il existe un moyen de sortir. Mais cela exige que vous traversiez le miroir. Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une vraie valeur dans mon e-book Beyond the Shadow. Il décompose les idées fondamentales de Jung et vous donne des outils pour mieux vous comprendre. Le lien est dans le commentaire épinglé. Se libérer de l'archétype de la Puella Eterna n'est pas simple et ce n'est définitivement pas sans douleur. C'est en fait une traversée brutale parce qu'elle exige une confrontation directe avec ce que cette femme craint le plus, le changement. Pas un changement superficiel de l'apparence ou de l'environnement, mais une véritable transformation intérieure. Celle qui exige de l'abandon, qui nécessite la mort symbolique, qui exige qu'elle abandonne la fragile et charmante jeune fille qu'elle a construite pour survivre et devienne enfin une femme. Cette transformation ne se fait pas par hasard. Elle commence dès que la femme réalise que le cycle se répète, que les mêmes schémas réapparaissent. Des relations superficielles, des décisions reportées, des rêves abandonnés, un sentiment chronique de vide et d'insuffisance. La réalité frappe à la porte. Le temps se fait sentir et, pour la première fois peut-être, elle se regarde dans le miroir sans le voile du fantasme. C'est à ce moment que le chemin de l'individuation proposé par Carl Jung se révèle. L'individuation est le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Pas une persona construite pour être aimée ou acceptée, mais une psyché vivante, consciente et intégrée. Pour cela, la femme doit cesser de fuir d'elle-même. Elle doit cesser de courir après des promesses et des nouveaux commencements. Elle doit s'engager dans le processus de maturité. Même si cela fait mal, et ça fera mal, car grandir exige de renoncer au confort de l'enfance psychique. Et ici arrive le point le plus délicat, la relation au temps. La Puella est terrifiée par le vieillissement car elle associe la jeunesse à la liberté, à la beauté, à la valeur. Mais ceci est une illusion créée par une culture qui idolâtre l'apparence et ignore la profondeur. Vieillir n'est pas la fin de la liberté. Au contraire, c'est le début de la véritable liberté, car ce n'est que lorsque la femme cesse de chercher l'approbation extérieure, de jouer à l'enchantement, de dépendre des regards des autres, qu'elle commence à vivre authentiquement. Vieillir, dans ce sens, c'est mûrir. Et mûrir, c'est apprendre à choisir, à soutenir, à rester. C'est passer du peut-être au oui. C'est arrêter d'attendre que quelqu'un résolve sa vie et commencer à prendre en charge sa propre psyché. C'est abandonner le discours de victime et se positionner en tant qu'auteur. C'est comprendre qu'être une femme ne consiste pas à être légère et éthérée. C'est être entière. Marie-Louise von Franz affirme que la véritable guérison de l'archétype du puer ou de la puella commence lorsque l'individu s'engage dans quelque chose de plus grand que ses propres fantasmes. Cela peut être un travail, une création, une véritable relation, une quête spirituelle. Peu importe. Ce qui importe, c'est l'engagement. Ce mot si redouté par la fille éternelle. S'engager, c'est planter ses pieds sur le sol et dire « Je suis ici, je choisis d'être ici, et j'accepte les conséquences de cela ». Cet engagement exige une pause dans le mouvement constant. La femme doit cesser de fuir. Elle doit observer ses schémas avec une honnêteté radicale. Réfléchir, se taire, se demander « Combien de temps vais-je vivre à la dérive ? Combien de temps vais-je remettre ma vie aux mains invisibles du hasard, des autres, de la chance ?» Elle doit prendre le commandement. Cela ne signifie pas se durcir, perdre sa sensibilité ou tuer la jeune fille en elle. Cela signifie l'intégrer,
faire de la place pour la partie sage, ferme et mûre de la psyché. Cela signifie devenir un sujet, et non plus un objet du désir des autres. Cela signifie accepter que grandir n'est pas cesser d'être envoûtante, c'est cesser d'être dépendante. Et ici réside le grand paradoxe. Lorsque la femme cesse de courir après l'amour idéalisé, l'approbation constante, la vie parfaite, c'est là qu'elle commence à être véritablement aimée parce qu'elle se montre enfin telle qu'elle est, sans masque, sans performance, avec présence, avec vérité. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Parce qu'une fois que la Puella commence à s'éveiller à la réalité, elle doit trouver un nouveau centre d'identité, un nouveau lieu intérieur d'où vivre. Et cela nous mène à la prochaine et dernière partie, le passage de l'individuation, la naissance de la femme consciente et enracinée dans la totalité. La vie exige, elle exige toujours. Et pour la femme dominée par la Puella Aeterna, cette exigence ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. À un moment donné, même avec tous les efforts pour maintenir la légèreté, le charme et l'apparence de liberté, quelque chose commence à s'effondrer derrière la façade. Le vide s'installe, l'angoisse s'intensifie et une question commence à résonner. Combien de temps vais-je continuer à fuir de moi-même ? Il arrive un moment où l'archétype de la fille éternelle ne sert plus. Il ne protège plus. Il n'enchante plus. Il étouffe. Il emprisonne. Il vous empêche de devenir ce que vous êtes vraiment. Parce que ce qu'il veut, c'est vous garder immobile, enchanté par des promesses, attendant le bon moment, le bon homme, la parfaite opportunité qui ne vient jamais. Et elle ne viendra pas, car la réalité exige de l'attitude, de la présence, de la responsabilité. La réalité exige de la maturité. Le processus d'individuation, ce chemin d'intégration de la psyché que Jung a décrit, commence ici. Lorsque vous choisissez de cesser d'attendre, lorsque vous comprenez que mûrir n'est pas la fin de la beauté, mais le début de la profondeur, que ce n'est pas la fin de l'amour, mais le début des connexions réelles, que ce n'est pas la fin de la liberté, mais la naissance de l'autonomie. Se libérer de la Puella est un acte de courage. C'est lâcher une identité qui vous a servi longtemps mais qui maintenant vous limite. C'est traverser le désert du doute, de la peur et de la solitude pour trouver une vérité plus profonde sur vous-même. C'est regarder dans les yeux de la femme que vous pourriez être et dire oui, la femme qui émerge de ce processus n'est pas parfaite, elle n'enchante pas tout le monde, elle ne vit pas de promesses, mais elle est entière, c'est celle qui mène sa vie, c'est celle qui se connaît, qui se soutient, qui s'engage dans son propre parcours. Et cette femme, contrairement à la jeune fille, n'attend plus de fin heureuse. Elle crée sa propre histoire avec clarté, courage et vérité. Maintenant, arrêtez-vous et regardez honnêtement votre vie. Êtes-vous quelqu'un que vous connaissez en train de vivre comme le protagoniste ou comme un figurant dans votre propre destin ? Avez-vous été témoin de la présence d'une fille éternelle qui attend encore que quelqu'un vienne la sauver ? Ou est-elle prête à se sauver elle-même ? Si quelque chose ici vous a touché, vous a dérangé, ou vous a fait voir un schéma que vous ou quelqu'un que vous connaissez porte, commentez. Dites-moi ce que vous avez remarqué. Parfois, le fait de mettre cela en mots est le premier pas pour transformer une idée en réalité. Et si vous avez senti que cette vidéo parlait de quelque chose de profond à propos de quelqu'un proche ou de quelque chose en vous, ne vous arrêtez pas ici. Continuez à regarder la prochaine vidéo. Elle est importante car le chemin de la prise de conscience ne se termine pas par une révélation. Il continue dans chaque choix que vous faites à partir de là,